Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail et d'amitié au Congo, intense activité royale. À Brazzaville, des entretiens en tête-à-tête entre Sa Majesté le Roi et le président congolais et une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines. Une première concrétisation de ces accords, les deux chefs d'État lancent les travaux de construction d'un point de débarquement aménagé au port de Yuro à Brazzaville. Vibrant hommage hier à Brazzaville au rôle pionnier de Sa Majesté le Roi et à ses actions pour la sauvegarde de l'environnement à l'occasion du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo. Et puis nous mettrons le cap sur Ifrane où les agriculteurs s'attellent en ce moment à l'installation de filets anti-grêle pour protéger leur culture. Pour cela, ils bénéficient du soutien de l'État à hauteur de 40%. Une visite de travail et d'amitié qui illustre encore une fois la vision royale de renforcer le partenariat sud-sud. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a ainsi effectué une visite au Congo, au Palais du Peuple à Brazzaville. Le souverain a eu aujourd'hui des entretiens en tête-à-tête avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont également présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines. Mohamed Aïtlishkar. À son arrivée au Palais du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui effectue une visite de travail et d'amitié en République du Congo, a été accueilli par le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Une visite royale à même de donner une nouvelle impulsion à la coopération mutuellement avantageuse entre Rabat et Brazzaville. Une visite royale qui vient conforter la vision stratégique du Royaume du Maroc vers les pays africains frères et amis. Les deux chefs d'État ont salué les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement de la garde républicaine qui rendait les honneurs. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu au Palais du Peuple des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Toujours au Palais du Peuple à Brazzaville, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines.
Le premier accord est relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. Il vise à renforcer la coopération économique en créant les conditions favorables à la réalisation des investissements par les investisseurs de l'une des parties sur le territoire de l'autre. Le deuxième accord est une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Quant au troisième accord, il est relatif à la réalisation d'un point de débarquement aménagé dans la République du Congo. Le quatrième porte sur la coopération dans le domaine de la pêche maritime et de l'aquaculture marine. Le cinquième document signé est un accord cadre de coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Le sixième est un protocole dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Le septième document, un accord cadre de coopération dans le domaine de la logistique. Il vise à établir une approche mutuellement bénéfique pour la coopération dans le cadre du développement du secteur de la logistique dans les deux pays. Le huitième accord est un protocole d'accord de partenariat en matière de formation dans le domaine de la santé. Le neuvième accord cadre de coopération dans le domaine de l'énergie vise le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables. Le 10e accord a trait à la coopération dans le domaine du tourisme. Le 11e accord établit une coopération visant le développement des énergies renouvelables et des projets énergétiques à partir de ressources renouvelables. Le 12e document signé est un protocole d'accord entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et le Centre de recherche géologique et minière de la République du Congo, et il porte sur la coopération scientifique et technique en la matière. Le 13e accord est une convention cadre qui porte notamment sur la réalisation d'une mission de diagnostic du dispositif de formation professionnelle au Congo, l'accueil en formation initiale de 20 stagiaires et apprenants du Congo par an, la formation et le perfectionnement de 10 formateurs par an dans les secteurs prioritaires, la formation du personnel administratif et d'encadrement technico-pédagogique, et la mise en place de centres de formation professionnelle répondant aux besoins des secteurs prioritaires au Congo en main-d'œuvre qualifiée. Le 14e accord est une convention de partenariat pour le perfectionnement professionnel des personnels hospitaliers du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le CHUB, et la prise en charge médico-chirurgicale des patients évacués par ce centre universitaire. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des membres de la délégation officielle accompagnant Sa Majesté le roi Mohamed VI, du Premier ministre congolais et de membres du gouvernement de la République du Congo. 14 accords et conventions ont donc été signés pour renforcer la coopération entre les deux pays. Je vous propose à ce sujet d'écouter ces impressions de membres du gouvernement congolais. La signature des accords concernant l'agriculture, l'élevage et la pêche va devoir intéresser deux grands projets. Le projet de l'assistance au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en matière de semences améliorées, en matière de repeuplement du cheptel bovin dans tout le pays. Mais aussi, vous savez que nous avons un projet emblématique qui est le projet de Sa Majesté, celui du village de pêche de Yoro, dont le lancement va être réalisé aujourd'hui. Il s'agit là de projets importants et très symboliques qui marquent les bonnes relations entre nos deux pays, mais surtout la volonté du Maroc d'accompagner le Congo dans son développement économique et social. Un grand privilège pour le Congo en général et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation en particulier de voir être renforcées les relations bilatérales entre le Congo et le Maroc.
Nous avons déjà un parcours très élogieux dans le cadre de nos relations et nous pensons que ces accords qui vont être signés aujourd'hui vont consolider ces relations séculaires que nous avons entre les deux pays, entre les deux peuples, et vont permettre aussi un réel épanouissement de notre jeunesse. Nous savons que le Maroc fait déjà beaucoup en recevant nombre de nos étudiants dans leurs établissements, dans leurs universités, mais à l'idée de savoir que cette coopération va être étendue à l'éducation de base est également quelque chose de très appréciable pour nous. Aujourd'hui, entre la République du Congo et le Maroc, se signent deux accords importants. Un premier accord sur la formation et notamment, comme vous savez, un domaine aussi particulier que la formation continue du personnel médical et paramédical. C'est un domaine dans lequel le Congo a énormément de besoins. Avec un personnel médical ou vieillissant ou récemment formé. Donc nous avons cet accord que nous signons qui en réalité, je le disais à mon collègue ministre de la Santé, vient formaliser quelque chose qui existe déjà naturellement entre nos deux pays. Beaucoup de Congolais vont se faire former au Maroc et reviennent avec des diplômes et donc c'est normal qu'ils repartent au lieu de leur formation initiale pour continuer à se perfectionner. Le deuxième accord concerne l'accord entre deux grands hôpitaux de nos deux pays, le CHU de Brazzaville et le CHU Cheikh Zayed au Maroc. Et là encore, nous avons des questions de formation certes, mais aussi le volet évacuation sanitaire, échange et coopération dans le domaine médical et le domaine sur lequel nous insistons énormément, la recherche. Les objectifs, je voudrais dire que je suis très très heureux en tant que ministre des Finances. Les objectifs que nous poursuivons font partie de ce que j'ai pensé depuis très très longtemps. J'ai espéré depuis très très longtemps parce que personnellement, et je crois savoir aussi notre pays considère le Maroc comme un véritable leader africain. Également à l'agenda de cette visite royale, un nouveau partenariat dans le domaine halieutique. Sa Majesté le Roi et le président congolais ont ainsi procédé au port de Yoro à Brazzaville au lancement des travaux de construction d'un point de débarquement aménagé, un projet consacrant la vision royale d'une coopération sud-sud fondée sur l'échange de connaissances, de compétences et de ressources. Nisré El Hamdawi pour les développements. Port de Yoro à Brazzaville, où Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, procèdent au lancement des travaux de la construction d'un point de débarquement aménagé. Le projet de construction d'un point de débarquement aménagé vient réaffirmer l'ambition des deux pays de consolider leurs relations, notamment dans le domaine halieutique et de la préservation des ressources et la protection du milieu marin. Le projet a fait l'objet d'une convention signée devant Sa Majesté le Roi et le président de la République du Congo. 30 millions de dirhams seront injectés pour la réalisation de cette infrastructure de pêche, réalisée sur une superficie de 1,7 hectare avec une surface couverte de 2250 mètres carrés. Ce projet prendra forme avec la construction d'ouvrages de protection maritime et de superstructures liées aux activités de manutention, conditionnement, commercialisation et transformation des produits de la pêche artisanale, dont une halle aux poissons pour la vente de produits halieutiques débarqués, un espace de froid, des espaces sociaux collectifs, des bureaux administratifs, 150 magasins de pêche, des ateliers mécaniques et de réparation de pirogues et une garderie d'enfants. Un projet à forte portée socio-économique. Il devra participer au redressement du secteur de la pêche artisanale à travers l'organisation et l'encadrement de la profession, la valorisation et l'amélioration de la qualité du produit et la promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans.
Il permettra également la création de nouveaux postes d'emploi, la lutte contre la pauvreté, l'optimisation des performances économiques de la pêche artisanale, l'augmentation des revenus des bénéficiaires ainsi que l'amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques. La coopération sud-sud solidaire et agissante prend ici tout son sens. Le Maroc affiche bel et bien son engagement pour l'accompagnement du développement économique et social de la République du Congo, avec un esprit de partenariat gagnant-gagnant et une forte volonté de partager avec les pays africains frères l'expertise du royaume dans des secteurs porteurs de richesses. Toujours à Brazzaville, Sa Majesté le Roi a reçu hier le président de la République d'Angola, João Lourenço, en marge de la participation du souverain aux travaux du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo. Cette audience s'est déroulée en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali Limma, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Affaires étrangères angolais et du directeur du cabinet du président angolais. Hier donc, Sa Majesté le Roi prenait part au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, qui a pour objectif de collecter les fonds nécessaires à la sauvegarde du deuxième poumon écologique de l'Afrique. La déclaration finale du sommet salue le rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi et sa vision pour une Afrique forte et résiliente. Autre reconnaissance envers le Royaume, les chefs d'État et de gouvernement participant au sommet ont décidé de désigner Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Retour à Mohamed Lishkar. Les chefs d'État et de gouvernement saluent le rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et la vision royale pour une Afrique forte et résiliente qui se traduit entre autres par un renforcement de l'engagement africain dans la lutte contre le changement climatique et la mobilisation d'un ensemble de leviers novateurs et structurants au service d'un développement durable et inclusif du continent. La déclaration finale du sommet souligne également que les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à la présence exceptionnelle de Sa Majesté le Roi à ce sommet, présence qui vient réaffirmer l'engagement constant du souverain en faveur d'une coémergence durable de l'Afrique. Ils saisissent cette occasion pour saluer aussi le leadership et la disposition du Royaume du Maroc en tant que partenaire fondateur à partager son expérience et son expertise reconnue pour faire émerger les réponses innovantes et concrètes face aux défis posés par les changements climatiques dans le cadre d'une coopération sud-sud ambitieuse à même de garantir un développement harmonieux et durable de l'Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement félicitent le Royaume du Maroc pour son engagement dans l'opérationnalisation du Fonds bleu à travers l'appui technique du Centre de compétences changement climatique, et il rappelle la déclaration des chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Marrakech en novembre 2016 lors du premier sommet africain de l'action en faveur de la coémergence continentale à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et en marge de la COP22, sommet de Marrakech au cours duquel il avait été décidé la création de 3 commissions dédiées à la région du Sahel présidée par la République du Niger, à la région du bassin du Congo présidée par la République du Congo et aux États insulaires présidés par la République des Seychelles. Les chefs d'État et de gouvernement participant à ce premier sommet de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo décident de désigner Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. La déclaration finale précise que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a été désignée ambassadeur de bonne volonté pour la mobilisation des ressources financières. Les chefs d'État et de gouvernement désignent également Jean-Yves Olivier, président de la Fondation de Brazzaville pour la paix et la conservation, Maria de Fatima Montiero Jardim et Loko Akanza, artiste musicien, ambassadeur de bonne volonté de cette commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo pour la même mission, à savoir la mobilisation des ressources financières. Dans cette déclaration finale, les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à agir sans délai pour l'opérationnalisation et la promotion du Fonds bleu,
pour le bassin du Congo comme un des outils financiers de la Commission climat du bassin du Congo. Ils s'engagent également à apporter leur appui total à la feuille de route 2018-2019. Signalons à présent ce message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le roi Carl XVI Gustave de Suède à l'occasion de son anniversaire. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu à l'état-major général des phares à Rabat le lieutenant général Sir John Lorimer, haut conseiller à la défense britannique chargé de la région MENA. La rencontre a particulièrement porté sur le bilan de la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Coopération qui englobe le soutien réciproque, la formation, l'organisation d'exercices combinés, l'échange de visites d'informations et la participation aux différents entraînements. La France salue l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2414 qui renouvelle le mandat d'Amin Urso. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères souligne que Paris apporte tout son soutien à cette mission qui joue un rôle essentiel en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Paris continuera d'appuyer à cette fin l'action de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Horst Kohler, note également le document. Une série d'explosions successives dans une base militaire de l'armée syrienne à Hama, après avoir été touchée par une attaque au missile. L'armée syrienne a annoncé que des roquettes avaient frappé plusieurs bases militaires, également dans la province d'Alep. Un dépôt d'armes a également été touché par cette frappe en prenant feu. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme pour sa part qu'au moins 26 combattants pro-régime, en majorité des Iraniens, auraient été tués par ces bombardements. Un lundi noir en Afghanistan, au moins 26 morts et une cinquantaine de blessés dans un double attentat suicide à Kaboul, dont le second, a visé la presse, a couru sur le site du premier. Selon une source sécuritaire, le kamikaze qui a visé la presse était préalablement glissé parmi les reporters, muni d'une caméra avant de se faire exploser parmi les journalistes. Et près de l'aéroport de Kandahar, dans le sud du pays, au moins 11 enfants ont été tués dans un attentat suicide visant des soldats roumains. Ces enfants s'étaient massés autour d'un convoi de l'OTAN. On dénombre 16 autres blessés, dont 5 soldats roumains et 2 policiers afghans. Le convoi se trouvait dans le village d'Abdullah, près de l'aéroport, quand un kamikaze s'est fait exploser contre ces véhicules de l'OTAN. La province d'Ifrane, une zone arboricole par excellence, mais les aléas du climat occasionnent des dégâts aux superficies cultivées, des dégâts générés particulièrement par la grêle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les agriculteurs de la région n'ont d'autre choix que d'installer des filets anti-grêle. Pour cela, l'État les subventionne à hauteur de 40%. Reportage Ahmed Fadeli, commentaire Mounia Marouche. Dans cette exploitation agricole, le printemps s'est déjà annoncé et les arbres fruitiers ont déjà fleuri. Les agriculteurs s'activent, installent le filet anti-grêle et on règle les derniers détails. Une solution pratique et efficace contre les caprices de la météo. Nous procédons à l'installation du filet au mois d'avril. À cette période, les rosacées fruitières sont en pleine floraison. Ce système protège ce type de plantation de la grêle qui tombe souvent à Ifrane à cette période printanière. Et pas seulement. Ce filet a une autre fonction. Il est utilisé pour protéger les arbres fruitiers contre les effets néfastes du soleil, surtout les pommes. Malgré son coût, l'installation du filet gagne de plus en plus de terrain dans la province d'Ifrane grâce à la subvention de l'État. Le Fonds du développement agricole a pensé à soutenir financièrement l'achat et l'installation des filets anti-grêle à hauteur 40% des frais engagés. Sachez que le filet coûte 50 000 dirhams l'hectare. L'arboriculture représente la principale source de revenus pour les arboriculteurs locaux. La province d'Ifrane produit à elle seule plus de 450 000 tonnes. Cap sur Tanger maintenant, ville des arts et de culture qui n'a de cesse d'accueillir les passionnés de création. La cité inspire aussi bien entendu ses enfants comme Hicham Gardaf et Rachid Ouattassi. Tous deux jeunes photographes. Leurs travaux convergent vers un même trait d'union, capter les aspects et les fragments de vie dans une ville qui brille de mille feux.
Une ville qui brille à l'ombre comme à la lumière des objectifs des deux artistes. Adna El-Harraz, Jihad Libri, Dominique Orlando. D'un côté, nous avons M. Hicham Gardaf. De l'autre se présente M. Rachid Ouattassi. Ils sont tous les deux photographes et ils partagent à des degrés différents un même amour pour leur ville, Tanger, où tous les deux ont vu le jour à deux périodes bien différentes. Depuis 2013, il y a eu, je prenais des images dans la baie de Tanger et c'était les tout premiers travaux d'un chantier qui s'appelait Tanger Métropole. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressé à ces transformations qui ont touché la baie de Tanger, notamment la disparition de certains lieux. Après, ce qui m'intéressait, c'était cette question de mutation ou comment la ville se transforme et quelle forme prend cette transformation. Mes photographies, c'est une série de photographies qui reflète toute une vision sur la vie quotidienne des gens. Ça d'une part. D'autre part, j'ai essayé vraiment de faire le tri de mes photos qui sont réalisées, je pense, entre 2002 et 2003. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment retourner à Tanger tu vois, c'est pas Tanger d'aujourd'hui, je suis pas contre Tanger d'aujourd'hui, pas du tout. Mais j'ai toujours la nostalgie de, à un certain moment, la ville était quand même un peu calme. Voilà. À ses côtés, lors de cette exposition consacrée au mouvement que connaît la cité du Détroit, il y a monsieur Pascal Sautelet, qui travaille également le noir et blanc et qui, à la différence de Rachid Ouattassi, se plaît à devoir légender l'ensemble de ses photos. Cela donne en parallèle un circuit syntaxique des plus poétiques qui reflète, selon l'artiste, la dimension plutôt africaine de la cité du Détroit, puisque c'est ici que s'ouvre la route première vers l'immensité du continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Nadia El Moudel. Au plaisir de vous retrouver demain.